Bonjour à tous, je m'appelle Marion, j'ai 34 ans et j'ai donc décidé de créer une chaîne YouTube qui vise à réunir en fait toutes les victimes d'aliénation parentale. Alors, ça fait des mois et des mois que je pense à le faire, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon travail, je suis pas sur les réseaux, c'est pas évident de s'enregistrer comme ça face caméra pour parler de tout ça. D'autant plus que, je le précise et je le préciserai autant de fois qu'il le faudra, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas avocate, je n'ai aucune formation dans tout ce qui touche de près ou de loin à l'aliénation parentale. Je me suis juste beaucoup renseignée, c'est un sujet qui me touche énormément et, et mon but c'est tout simplement de réunir en fait, de réunir toutes les victimes, qu'on puisse se conseiller, qu'on puisse aussi essayer de comprendre, parce que je pense que si on veut agir, finalement, pour agir, il faut comprendre ce qui amène à des situations Donc on appelle ça aussi le SAP, le syndrome d'aliénation parentale. Vous excuserez mon chien qui ronfle derrière. Mais voilà, c'est pas évident parce que je pense que quand on n'a pas, ça fait pas partie de ma personnalité, par exemple, d'apprécier de me retrouver face à une caméra et de faire ce genre de choses. Comment j'imagine les choses? J'imagine que vous puissiez tous participer à cette vidéo YouTube d'une manière ou d'une autre, de manière anonyme ou non. Je vous mettrai à disposition donc une adresse mail que j'ai créée où vous pourrez donc me faire part de vos expériences, de ce que vous vivez, des soucis auxquels vous êtes confrontés. Et j'aimerais qu'on puisse tous ensemble en fait comprendre ce qui se passe, comment on en arrive là, comment fonctionnent psychologiquement les parents aliénants et les parents aliénés. Et qu'on puisse tous ensemble finalement aussi se réunir pour alerter sur ce qui se passe. Parce que quand on est victime de ça, on se rend compte que la justice ne reconnaît pas l'aliénation parentale encore. Il y a eu un projet de loi qui avait été mis en place et puis finalement ce n'est pas passé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas porter plainte pour aliénation parentale. C'est pas quelque chose qui est reconnu. Donc je pense qu'il faut faire bouger les choses parce que l'aliénation parentale, au-delà de détruire des liens, des familles, ça détruit des enfants dans la période la plus importante de leur vie, l'enfance, le moment où on se construit. Mais ça détruit aussi des parents. Il faut le dire, de toute façon, c'est la réalité. Il y a des parents qui se sont ôtés la vie pour avoir été victimes en fait de ça. Et on ne peut pas leur jeter la pierre parce que quand on est parent, finalement, quel est notre rôle le plus important dans la vie? Alors on reste des hommes, des femmes, mais notre rôle de parent, c'est quand même le rôle le plus important de notre vie. Et lorsqu'on vient à tenter de détruire, et parfois, et souvent dans l'aliénation parentale, c'est réussi, des parents aliénants arrivent à détruire complètement le lien entre le parent aliéné et l'enfant. Je pense que quand on perd son enfant, on a tout perdu. Voilà, on a tout perdu. Il y a des gens qui vivent, qui se raccrochent à l'espoir qu'un jour leur relation, voilà, qu'ils retrouvent leur relation avec leur enfant. Mais en attendant, les mois passent, parfois les années, et ce temps-là, finalement, quand il est perdu, on ne peut plus le rattraper. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'aliénation parentale, même si finalement les gens qui vont tomber sur cette vidéo, puisque je vais la partager en priorité sur des groupes Facebook d'aliénation parentale, des groupes qui sont géniaux. Désolée si je me répète, parce que, comme je le dis, tout ce qui est montage vidéo, tout ça, je n'ai pas du tout l'habitude de le faire. Désolée, je pense de toute façon que c'est pas l'important ce qui est important, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est le fond du problème. Donc si vous entendez mon chien ronfler, des gens crier dehors, si je me répète, si je bafouille, je pense qu'on n'est pas là pour ça. On est là surtout pour se soutenir et partager vraiment nos expériences. Et voilà, donc je m'excuse par avance, mais je pense que les personnes qui sont là pour les bonnes raisons ne feront pas attention à ce genre de petits détails. J'ai sous les yeux le site du Carrefour d'aliénation parentale du Québec. Voilà, c'est un des premiers sites sur lesquels vous tombez quand vous tapez aliénation parentale sur Google.
Et donc, ils expliquent que c'est un sujet qui est méconnu de la population et des professionnels de tous les milieux, voilà, et qui demeure malheureusement un sujet tabou. Pour un parent ciblé, il est impératif de s'éduquer sur le sujet afin de reprendre son pouvoir d'action et agir pour le mieux-être de son enfant et de sa relation avec lui. Donc c'est exactement ce que j'aimerais qu'on fasse tous ensemble en fait, s'éduquer sur le sujet, s'apporter, voilà, avec nos expériences, avec ce qu'on a pu apprendre, tous apprendre de cette situation pour pouvoir, j'aimerais dire l'éradiquer, mais je pense qu'il ne faut pas rêver. Je pense qu'il ne faut pas rêver, mais si on peut au moins faire avancer les choses et faire en sorte que l'aliénation parentale soit vraiment reconnue comme une maltraitance psychologique chez l'enfant, bien que ça demanderait forcément beaucoup de travail parce que il faudrait mettre en place des expertises psychologiques et que si demain l'aliénation parentale est reconnue comme une maltraitance, je pense que les dépôts de plainte vont fuser, clairement. Et on le sait. Alors ce que j'ai entendu dire, moi quand j'ai parlé d'aliénation parentale, c'est que certains ne voulaient pas que ce soit reconnu. Voilà, ce projet de loi qui avait été mis en place et qui n'est pas passé, c'est parce que... Et donc là, je veux vraiment revenir sur quelque chose, désolée hein, si je m'éparpille, mais j'aurais tellement de choses à dire sur le sujet. Vous me dites dans les commentaires, je veux que vous me disiez, voilà, là Marion, à tel moment, t'as dit ça, j'aimerais revenir dessus parce que, voilà, moi je sais ça, moi je pense que ça. Mais ce que j'ai entendu, moi, c'est qu'en gros, s'il ne voulait pas que ce soit reconnu, c'est parce que un parent pouvait du coup se servir d'aliénation parentale pour démonter des accusations de l'autre parent. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Une maman va donc porter plainte contre le père de son enfant en disant qu'il y a eu des faits de violence, etc. Le père pourrait donc se défendre en disant qu'il y a une aliénation parentale faite sur l'enfant. Et là, en fait, je comprends pas bien ce que ça vient faire là, parce que finalement, à partir du moment où un père, je prends l'exemple d'un père, hein, et excusez-moi pour ça, parce que, qu'on soit clair, j'aurais peut-être des réflexes à genrer l'aliénation parentale, et reprenez-moi à chaque fois qu'il le faudra. Je tente de me reprendre à chaque fois que je parle du parent aliénant en disant « elle », bien qu'il me semble que l'aliénation parentale soit quelque chose de très féminin, il y a des hommes qui sont aliénants. Voilà. Et ça, il faut clairement pas genrer l'aliénation parentale. Ce n'est pas un truc de femme. Voilà. Mais si un père, dans l'exemple que je vous ai donné, veut dire que l'enfant ment et que c'est la maman qui le fait mentir, il n'aura pas besoin d'utiliser le terme aliénation parentale pour le faire. Donc je trouve ça, je comprends pas bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Et c'est terrible, c'est terrible. Il faut absolument que l'aliénation parentale soit reconnue, puisque il suffit pas de chercher bien loin, en fait, pour voir que le conflit de loyauté et tout ce genre de choses existe. Et c'est là, et c'est vraiment là en masse. Franchement, enfin, je me demande, je devrais me renseigner sur le pourcentage, mais c'est difficile, en fait, de se renseigner sur des chiffres, sur quelque chose qui n'est pas reconnu. Et c'est pour ça qu'en fait, nous sommes les chiffres et nous devons nous faire entendre. Voilà. Donc, l'aliénation parentale, ça vise en fait, ils expliquent que c'est un phénomène dans lequel un des parents se livre à des comportements aliénants, influençant l'esprit de l'enfant afin de favoriser chez lui le rejet injustifié et la désaffectation à l'égard de l'autre parent. Ils disent les deux conditions suivantes doivent être présentes simultanément pour parler d'aliénation parentale dans une famille. Donc, un des parents utilise des comportements aliénants afin d'exclure l'autre parent de la vie de l'enfant, et cela de façon injustifiée. Le 2, le processus entraîne une détérioration de la relation entre l'enfant et le parent ciblé, voire une rupture de la relation. Et là, dans le paragraphe suivant, ils font mention de quelque chose de très très important sur lequel il faudra vraiment revenir. Il est important de comprendre que l'enfant participe au phénomène d'aliénation parentale, bien malgré lui. Voilà. Donc moi, je me suis retrouvée dans des situations où effectivement, j'ai vu que l'enfant devenait acteur de cette aliénation parentale.
C'est terrible parce qu'on aurait peut-être un réflexe d'en vouloir à l'enfant, alors que c'est bien la dernière chose à faire. Voilà, c'est bien la dernière chose à faire d'en vouloir à l'enfant qui participe à ce que finalement des adultes ont mis en place. Voilà. En effet, l'enfant peut croire que sa relation avec le parent ciblé est nuisible pour lui et observe des gains significatifs à être plutôt en alliance avec le parent aliénant. Comment peut-on en vouloir à un enfant de croire à un de ses parents? Je ne sais pas vous, mais moi je sais que quand j'étais petite, quand j'écoutais, je regardais mes parents, pour moi, à partir du moment où ils étaient adultes, apparemment, à partir du moment où j'avais un adulte en face de moi, pour moi, ils savaient tout mieux que moi. Pour moi, les adultes connaissaient tout, avaient raison. Comme si finalement, dans ma tête d'enfant, je me disais que quand on passait un cap de l'enfance à la vie d'adulte, on savait tout. Voilà. Nos parents sont les premiers adultes de notre vie. Si on ne peut pas faire confiance à ses propres parents, à qui peut-on faire confiance? Moi, je sais que dans ma tête d'enfant, je ne pouvais pas m'imaginer que mes parents pouvaient me mentir ou pouvaient ne pas savoir. Si mes parents me disaient quelque chose, c'est qu'ils avaient raison, parce qu'ils étaient adultes. Du coup, c'est vrai que moi, aujourd'hui, quand je m'adresse à mes filles, je leur rappelle souvent que ce n'est pas parce que je suis adulte et que je suis maman que de ce fait-là, j'ai raison sur tout. Bien au contraire, je ne sais pas tout et je veux qu'elles sachent que ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on sait tout. Je leur souhaite de développer leurs propres avis, leurs propres expériences, leurs propres pensées et que si on n'est pas d'accord, tant mieux, on échangera là-dessus, toujours dans le respect. Mais je pense que les parents aliénants n'ont pas ce réflexe-là de se dire que nos enfants ne sont pas des extensions de nous-mêmes, ne nous appartiennent pas. On a beau les porter 9 mois en tant que maman, et encore une fois, je ne devrais pas dire ça parce que les parents aliénants ne sont pas simplement des mamans, c'est aussi des papas, mais ça peut être nos enfants, ils ne nous appartiennent pas. En fait, on est simplement là pour les encadrer dans la partie de leur vie où ils ne peuvent pas se mettre eux-mêmes en sécurité. On est là pour mettre des bases, mais nos enfants auront leur propre personnalité, leur propre pensée, et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il faut rendre nos enfants autonomes dans leurs pensées, leur vie, etc. Et c'est vrai que ce que j'observe en général chez les parents aliénants, dans les expériences que moi j'ai pu avoir, dans les retours que j'ai pu avoir, c'est que le parent aliénant aura tendance à vouloir que son enfant pense comme lui, à inculquer à son enfant que voilà, que c'est lui qui a raison, que c'est lui qui sait mieux et bien souvent il y a cette forme de comment je pourrais vous dire ça, il y a cette forme de libre arbitre. Moi, j'ai entendu des parents aliénants me dire mais c'est l'enfant qui a choisi, c'est son choix, alors que non, en fait, c'est influencé par plein de choses. Donc voilà, on va revenir à nos moutons parce que je vais avoir tendance à m'éparpiller, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet, donc encore une fois, je m'excuse. On fera par la suite des vidéos si, voilà, j'ai du monde qui me suit. Quand je dis j'ai du monde qui me suit, je vous parle pas de followers, de ce genre de trucs. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bien que plus nombreux on sera, et plus on nous entendra, et, euh, et plus on pourra peut-être se sortir de là d'une manière ou d'une autre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'aimerais par la suite, en fait, c'est qu'on puisse, par exemple, faire des vidéos qui soient bien spécifiques, parce que là, c'est la première vidéo, donc j'ai peut-être tendance à m'éparpiller, à parler de plein de choses à la fois, mais j'aimerais qu'on puisse, en fait, bien répartir les choses, c'est-à-dire sur le plan psychologique, quels sont les profils types psychologiques, par exemple, d'un parent aliénant et d'un parent aliéné, tout ce qui pourrait toucher au juridique, donc vos expériences avec les juges aux affaires familiales, tout ce genre de choses, en fait, qu'on puisse vraiment faire des découpes différentes de ce syndrome d'aliénation parentale sur tellement de points différents, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, il y a tellement à décortiquer, que voilà,
cette première vidéo, je vous le dis, c'est un premier jet. C'est vraiment pas... moi, je vous dis, hein, j'y ai réfléchi depuis des mois. Mais j'aurais peut-être dû me faire des notes, me faire quelque chose pour faire quelque chose de clair. Mais je pense que j'avais besoin de passer par là, de passer par cette vidéo un petit peu comme ça, à la va-vite, pour ensuite mettre en fait le premier coup de pédale à tout ce qui pourra suivre, je l'espère. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on fera en sorte par la suite de faire les choses, enfin je ferai en sorte de faire les choses de manière plus claire. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait dans l'aliénation parentale, il y a différents degrés. Pour revenir au stade dont je vous parlais, d'aliénation parentale, le site aliénation parentale donc, du Québec explique qu'il y a 3 stades. Le premier, c'est le stade léger. Les visites chez le parent ciblé sont calmes et la campagne de dénigrement sont rares ou discrètes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir de manière générale. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec vos enfants et vous allez avoir une petite phrase du genre « Ah bah ton père, il a encore... voilà » ou « Ta mère a encore... voilà, bah tu t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ah bon. Ça, c'est quelque chose encore, comme on dit, ça reste dans un stade léger, bien que ce ne soit pas à faire. Mais plus les stades augmentent, plus comment dire, les conséquences augmentent avec. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais qu'on voit qui peut être apparenté comme taquiné un petit peu, comme... voilà, c'est vrai que moi, de mon œil, je vois pas ça d'une manière très gravissime, mais il faut reconnaître qu'en fait, ça fait partie d'un stade léger d'aliénation parentale. Voilà, de mettre dans la tête de l'enfant, bah, ton père, bon, voilà. Faut tous travailler dessus, se reprendre quand ça arrive, ou se le dire dans la tête, ou... voilà, par exemple, une chose à faire, si on a envie de critiquer l'autre parent, eh ben, écoutez, on le fait pas en présence des enfants. Voilà. On a des amis, on a de la famille, et on le fait de manière discrète, enfin que les enfants n'entendent pas, ils n'ont pas besoin d'entendre certaines choses. Ensuite, on a le stade moyen. La campagne de dénigrement s'intensifie au moment du changement de résidence parentale et les arguments sont de plus en plus nombreux et frivoles pour ne pas aller chez le parent ciblé. Mais l'enfant accepte d'être totalement coopératif une fois séparé du parent aliénant et après une période de transition. Alors, moi, ce qui me vient quand je vois ça, donc il parle des arguments de l'enfant, donc il n'a pas envie de se rendre chez le parent, mais lorsqu'il est chez le parent, finalement, tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, selon vous, au moment de partir? L'enfant, je pense qu'il prend parti par le parent qui a tenu peut-être des propos, des sous-entendus, qui a commencé son travail de sape avant que l'enfant parte, en lui refilant son stress, ses doutes, parce qu'il faut savoir que quand même, la première chose, c'est que pour le parent aliénant, il faut bien que... Voilà, le parent aliénant n'a aucune confiance au parent aliéné. Il n'a aucune confiance en son rôle de père ou de mère, et il le fait bien savoir autour de lui, et autour de lui, il y a son enfant. Donc, l'enfant ne veut pas démontrer, soit parce que finalement il croit ce que dit son parent aliénant en se disant bah, c'est vrai, là-bas je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, et puis papa et maman, etc. Donc il a un réel stress. Et ce que, encore une fois, j'ai pu voir autour de moi aussi, c'est que parfois l'enfant, c'est ce qu'on dit aussi, va jouer un rôle là-dedans, et de ce fait ne va pas vouloir montrer à son parent aliénant que bah, si, il est très content d'aller chez l'autre parent. Parce que ce serait peut-être l'impression de trahir l'autre parent, de ne pas aller dans son sens. Et dans la tête d'un enfant, on est quand même censé être d'accord avec son parent. C'est le parent qui a raison, c'est l'adulte qui a raison, encore une fois. Donc ça peut être très ambivalent. Soit l'enfant va rentrer dans ce jeu-là, de se dire il ne faut pas que je montre à mon papa ou ma maman que j'ai très envie d'y aller, ou alors lui-même intérieurement n'a vraiment plus envie d'y aller parce que tout ce que dit le parent aliénant est vrai.
Donc ils expliquent que l'enfant accepte d'être totalement coopératif une fois séparé du parent aliénant et après une période de transition. Et donc c'est tout à fait ça en fait. Finalement, l'enfant quand il est chez le parent aliéné, il y est bien. Euh, il y est bien. Le problème vient des propos du parent aliénant et de tout ce qui a pu être mis dans la tête. Et ensuite, on a le stade grave. Les visites sont carrément impossibles chez le parent ciblé et l'enfant partage les fantasmes paranoïaques du parent aliénant. Si l'enfant reste chez le parent ciblé, il peut y être paralysé par des peurs, faire des fugues ou mettre en péril son séjour par des comportements destructeurs. Alors, sur la suite des informations qu'on a sur le site dont je vous parlais, ils expliquent qu'il y a 8 comportements qui sont donc des critères décisionnels concernant l'enfant aliéné. Donc en fait, c'est pour aider à identifier un petit peu un enfant qui est victime de cette aliénation parentale. Donc dans ces 8 critères, ces 8 comportements, on a bien sûr l'enfant dénigre un parent. J'ai aussi pu voir autour de moi certains enfants qui allaient mentir aux parents aliénants sur des faits qui se seraient déroulés chez le parent aliéné, modifier des événements et, et voilà, clairement jouer un rôle là-dedans. Donc parfois, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais que moi j'ai eu donc discuté avec un parent, un parent aussi, mais avec un enfant en l'occurrence victime d'aliénation parentale. Et lorsque je lui ai demandé, mais pourquoi tu vas raconter, en l'occurrence à ta maman, des choses qui ne se sont pas passées, ou tu as, est-ce que tu as fait exprès de modifier l'événement? L'enfant a reconnu avoir menti aux parents aliénants, donc oui, elle a reconnu avoir menti à sa maman. Elle lui demandait pourquoi, qu'est-ce que... alors bien sûr, quand il m'est arrivé d'avoir des discussions avec un enfant où je voyais très bien qu'il y avait une aliénation parentale, ou une forme d'aliénation parentale, peu importe comment vous l'appelez, mais lorsqu'il y a de la manipulation, du mensonge, du jugement, et comment dire, un objectif clair de mettre des bâtons dans les roues à des liens parents-enfants, quand je vais essayer d'apporter mon aide et ma compréhension, je ne vais jamais, comment dire, jeter la pierre à l'enfant. Voilà, il faut se répéter que ça reste un enfant victime. Peu importe le genre de comportement que cet enfant peut avoir, ce sont des événements extérieurs qui l'ont mené à avoir ce genre de comportement. Et je pense qu'il faut se mettre à la place de cet enfant déchiré entre les deux personnes qu'il aime le plus au monde. Et, euh, et quand je demande à l'enfant pourquoi tu as menti, en lui précisant bien que je ne suis pas là pour le juger, pour le punir de ses mensonges, euh, l'enfant ne sait pas trop, mais explique quand même en fait. Donc je lui dis, bah, par exemple, quand tu vas voir ton papa ou ta maman pour lui raconter ce genre de mensonge, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui s'ensuit? Et l'enfant explique que bah, du coup, le parent aliénant va complètement le cajoler finalement. Mon pauvre enfant, qu'est-ce que l'autre t'a fait? Oh là là, mais tu dois être tellement triste, mais c'est pas normal qu'on te traite comme ça. Je pense qu'il y a un effet d'attention qui est porté, où un enfant, en l'occurrence, m'a déjà fait part du fait que c'était la meilleure attention qu'il pouvait recevoir de son parent, le moment où il allait critiquer l'autre parent, en fait. Si l'enfant avait le malheur de dire un truc sympa sur notre parent, de dire que ça c'était génial, que eh ben, ça pouvait mettre le parent aliénant en colère, que non, tu ne peux pas apprécier l'autre, tu peux pas, tu ne vois pas les choses correctement, tu n'es qu'un enfant. Moi je te dis que ton parent n'aurait pas dû faire ça, n'aurait pas dû dire ça, euh, etc. Donc parfois, l'enfant dénigre un parent, soit de manière inconsciente, soit de manière consciente, parce que finalement, ça lui apporte aussi une forme d'attention. Voilà, une forme d'attention. Euh, Autant le parent aliénant, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup se mettre en position de victime. Moi, c'est quelque chose qui me... Vous voyez, quand j'ai pensé à faire cette chaîne YouTube, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention, parce que certains parents aliénants,
on reviendra sur les critères un petit peu psychologiques des personnes aliénantes, ont tendance à se mettre en position de victime. Et que quand vous entendez ces personnes-là raconter autour d'eux ce qu'ils vivent, etc., vous avez vraiment l'impression que c'est la victime, voilà, que heureusement que cette personne s'occupe bien de son enfant et rattrape les pots cassés, parce que quand l'enfant va en week-end chez l'autre parent, mon Dieu, quelle catastrophe, voilà, tout ce qui se passe. Donc il y a ce désir, en fait, et ce fait de se complaire dans une position de victime, que l'enfant va aussi un petit peu calquer, finalement. Donc l'enfant va aller se plaindre de faits, soit qui sont complètement minimes. On connaît nos enfants, ils se plaignent, et heureusement que nos enfants se plaignent parfois de certaines choses. Heureusement que nos enfants ne sont pas d'accord avec nos décisions, parce que si on avait les mêmes décisions que nos enfants, c'est qu'il y aura un problème quelque part. Mais par contre, lorsque l'enfant va se plaindre à son autre parent, et que là, ça prend des proportions où l'autre parent va appuyer complètement la vision de l'enfant, ou même l'aggraver et aggraver certaines situations, les modifier, là, ça prend des proportions qui ne sont pas possibles. Donc voilà, le dénigrement du parent par l'enfant, c'est fait parfois, je pense, de manière inconsciente et parfois de manière consciente. Vous me direz, vous, par rapport à vos expériences, ce que vous en pensez. Ensuite, on en revient aux 8 comportements. Le deuxième comportement, donc pour expliquer ce dénigrement, il donnera des raisons absurdes et frivoles. Effectivement, parce que dans les faits, comme on en revient à tout à l'heure, où quand l'enfant est chez le parent aliéné, il s'y trouve finalement très bien, comment va-t-il justifier qu'il ne veut plus y aller? Donc, soit il va dire des choses qui comme c'est dit, c'est complètement frivole et absurde, soit on va entendre par la bouche de l'enfant les paroles du parent aliénant. Ça, c'est quelque chose, je pense, que vous avez déjà entendu. Hein. On se dit, c'est pas les paroles de mon enfant, ça ne vient pas ça vient pas directement de lui. Il le fait avec un manque total d'ambivalence. Bien entendu, l'enfant, il n'y a pas de balance. Hein. C'est clairement, il va devoir se ranger d'un côté. Et en général, c'est du côté où la personne travaille le plus à ce que l'enfant se range. Voilà. C'est là tout le problème de l'aliénation parentale. Parce que quand vous êtes du côté du parent aliéné, c'est très très compliqué, parce que vous allez avoir le réflexe de vouloir équilibrer la balance. Quand l'enfant arrive avec tous les propos rapportés, etc. Mais ce n'est pas à faire, parce que finalement, on va jouer un jeu, on va rentrer dans le même jeu que l'autre parent, et ça va monter crescendo. Et bien que le parent aliéné aura tendance à chercher à se défendre, à chercher à prouver, déjà que le parent aliéné est bien souvent celui qui a le moins souvent son enfant en garde, vous allez passer la majorité de votre temps à vous défendre, à essayer quand c'est un week-end sur 2, vous allez passer vos 2 jours à essayer de recréer le lien, et c'est trop peu suffisant en fait. C'est trop peu. Vous perdez de la qualité sur votre temps, parce que l'enfant arrive avec ses valises de préoccupations, de questionnements, et c'est assez terrible. Donc le réflexe qu'on a de vouloir justifier, expliquer, prouver, dans le but de rassurer l'enfant, en fait, l'enfant, dans tous les cas, il sera perdu. Qui dit vrai entre papa et maman? Voilà. Et là, vous allez mener une bataille sans fin pour quelque chose que vous n'obtiendrez sûrement pas de cette façon-là, en fait. Pas par vous-même. Je pense qu'il faut clairement se faire aider. Il prétend que personne ne l'a influencé. C'est le phénomène du penseur indépendant. C'est ce que je vous disais, avec cette impression de ce faux semblant de libre arbitre, en fait. Et encore une fois, on revient sur ce côté conscient-inconscient, parce que soit il prétend que personne ne l'a influencé parce qu'on lui a demandé de ne pas répéter, parce qu'il n'a pas envie que ça retombe sur le parent aliénant, ou aussi parce qu'il y a quand même des manières très très insidieuses de mettre des choses dans la tête d'un enfant. Moi, j'ai vu des cas où le parent aliénant n'allait pas directement dire à l'enfant « ton père ci, ton père ça ». Mais il y a une manière très vicieuse, moi, qui m'avait marquée, c'est cette façon de ne pas parler directement à l'enfant, mais d'en parler en sa présence, voilà, à d'autres personnes. Et vous savez, les enfants, en général, ils ont les oreilles partout, on le sait, ils entendent tout. Il y a certains enfants qui se moquent totalement de ce que les adultes peuvent dire. Et là, encore une fois, j'en appelle à vos expériences, pour ceux qui ont des enfants victimes d'aliénation parentale. Si vous aussi, vous avez remarqué
bien que ça peut être un trait de caractéristique, enfin un trait de personnalité d'un enfant qui n'est pas victime d'aliénation parentale. Et est-ce que vous aussi, vous remarquez dans votre cas que l'enfant victime d'aliénation parentale est très à l'écoute des conversations d'adultes, est très... comment je pourrais vous dire ça? Il entend tout, il va même parfois se mêler hein, des conversations d'adultes. Euh, et, euh, et en fait, comme je vous disais, le parent aliénant, moi j'ai pu avoir des retours là-dessus, va par exemple téléphoner. Au retour, voilà, son enfant va rentrer de son mode de garde chez l'autre parent. L'enfant va raconter son week-end, sa semaine, peu importe. Et le parent aliénant va prendre son téléphone et aller contacter un petit peu voilà, ses proches en disant mais tu te rends compte, mais il s'est passé ça, et l'enfant va tout entendre. L'enfant va entendre ces conversations. Et ça, c'est une forme d'influence. C'est une forme d'influence, même quand on ne s'adresse pas directement à l'enfant. Encore une fois, si vous avez des choses à dire sur l'autre parent, ne le faites pas lorsque vous êtes écouté. Mais après, je reviens sur ce côté conscient-inconscient. Il y a des parents aliénants qui le font de manière inconsciente, et il y en a qui savent très bien ce qu'ils font, qui savent très bien, qui choisissent bien les moments où ils sont entendus par l'enfant. Voilà. Puis on pourra aussi reprocher à l'enfant de t'avoir écouté, finalement. Il ne fallait pas que tu écoutes. Bon, il y a plein, je pense, de situations comme ça que vous allez pouvoir exprimer qui sont terriblement vicieuses. Donc l'enfant se présente comme le soutien, le champion du parent aliénant. Bien entendu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand de manière consciente, l'enfant va ajouter de l'eau au moulin en disant, en allant dans le sens du parent aliénant qui adore se mettre en position de victime, de victime, qui adore voilà, tout le malheur du monde est sur ses épaules. Le parent aliénant gère son enfant seul et rattrape les bêtises de l'autre parent. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait, de tout ça, c'est inadmissible, je gère tout, je paye tout, je fais tout moi-même. Et cette position de victime, l'enfant va un petit peu prendre un rôle de parent envers son parent pour le protéger ou pour aller complètement dans son sens. Voilà. Et pour aller dans son sens, bien entendu, il faut aussi dénigrer le parent aliéné. Il y a absence totale de culpabilité par rapport à l'exploitation ou la mise à mort psychologique du parent rejeté. Je pense que ça, c'est pas dans toutes les situations. Voilà. Je pense qu'il y a des enfants qui souffrent, qui se rendent compte de leur part. C'est dur à dire, de leur part de responsabilité, parce que leur part de responsabilité est réelle. Mais est-ce qu'elle est directement dans le but de faire du mal? Je ne pense pas. Je pense pas qu'on naisse méchant, vous me direz, hein, mais je pense pas qu'on est méchant. Peut-être qu'on le devient, mais en tout cas, les enfants, pour moi, ne sont pas méchants intentionnellement. Non, je pense pas. Je pense que c'est en fonction de ce qu'on leur apprend et de ce qu'on leur inculque, voilà, dans la normalité des choses. Je veux dire que j'ai vu des situations où les enfants s'en voulaient parfois de mettre le parent aliéné dans des situations difficiles. L'enfant emprunte des propos et des scénarios adultoïdes, c'est ce qu'on l'a dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que parfois on va entendre des phrases et on va savoir pertinemment que ce n'est pas dans le langage ou dans les habitudes de notre enfant et de l'enfant en question, et on va tout de suite comprendre que ça lui a été mis dans la tête, d'une manière ou d'une autre. Son animosité s'étend sur l'ensemble du monde du parent rejeté, famille élargie, nationalité, filiation, etc. Bien entendu. J'ai observé quelque chose aussi, et pareil, j'attends vos retours là-dessus, sur le parent aliénant. J'ai remarqué que il y avait des... Là, on va rentrer sur le point psychologique. Je ne vais pas aller trop loin sur chaque point. Je voudrais vraiment, comme je vous ai dit, qu'on fasse les choses correctement. Mais j'ai eu une discussion donc, sur un des groupes Facebook d'aliénation parentale, une fois avec une dame qui exposait un problème, et elle se demandait s'il n'y avait pas un rapport entre les pervers narcissiques et les parents aliénants. Et c'est vrai,
on y reviendra, mais je trouve qu'il y a des caractéristiques semblables au pervers narcissique et aux parents aliénants. Comme l'excès de confiance en soi, enfin l'excès d'estime de soi, cette façon de penser que on a toujours raison, que nous sommes les meilleurs, que l'autre parent ne vaut rien. Et dans les caractéristiques du pervers narcissique, vous savez, ce truc de diviser pour mieux régner. Et j'ai vu des parents aliénants qui avaient l'habitude dans leur vie familiale ou leur vie de couple d'écarter des personnes. Voilà. De trouver comment dire, des excuses, de grossir des conflits pour décider de complètement tirer un trait sur des personnes de leur vie, mais aussi de la vie des personnes qui les entourent. Bien que je pense qu'on a le droit dans sa vie, bien entendu, de tirer un trait sur des personnes de sa famille. C'est pas parce que vous faites ça que vous êtes un pervers narcissique, mais j'ai trouvé que c'était une caractéristique des parents aliénants et des pervers narcissiques. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'ils font avec leurs enfants en tentant de finalement couper complètement le lien entre l'enfant et l'autre parent. Mais dites-moi, dans vos expériences, si vous avez remarqué que le parent aliénant qui concerne votre situation vous a, lorsque vous étiez avec lui, ou peu importe, suivant la relation que vous avez avec ce parent aliénant, vous a fait couper des liens avec des proches, ou vous l'avez vu couper lui-même des liens avec des proches. Voilà, c'est une petite question que je me pose. Parce que du coup, là, pour le coup, c'est quelque chose qui va amener à faire avec son enfant, mais pas que avec le parent, c'est toute la famille, voilà, personne n'est assez bien. Les conséquences, donc les conséquences de ce travail de SAP, l'aliénation parentale sévère a l'effet d'un boomerang ou d'une bombe à retardement. Dans la majorité des cas, les enfants donnent l'impression d'être bien dans leur peau et équilibrés. Les symptômes n'apparaissent que bien plus tard, à l'autonomie. Ces enfants, à long terme, décrits par plusieurs experts, engendrent de nombreux symptômes pathologiques dont le dénominateur commun tend vers la difficulté d'établir un lien social. Ce que j'ai pu remarquer aussi donc chez les enfants victimes d'aliénation parentale, c'est cette difficulté dans le lien social à trianguler, à fonctionner lorsque ils sont avec deux autres enfants. Avec un autre enfant, ça peut aller, ça peut fonctionner. Mais lorsqu'il y en a deux, ça peut devenir très compliqué. Je ne suis pas psy, j'ai fait aucune étude psy. J'imagine que c'est le fait de ne pas savoir, justement, de devoir prendre parti, de leur habitude de devoir prendre parti, qui joue un rôle là-dedans. Mais j'ai souvent vu voilà, ce truc d'enfants victimes d'aliénation parentale qui, lorsqu'ils jouent à plus de deux, eh bien, ça engendre des conflits, des façons en fait de diviser pour mieux régner. On revient en fait à la même situation donc, dont je vous parlais juste avant, parce que finalement, quand on est deux, il n'y a pas besoin de diviser pour mieux régner, parce que si on divise pour mieux régner, on est tout seul. Mais à partir de 3, diviser pour mieux régner, là, ça commence à fonctionner. Et voilà. Donc, parmi les troubles chez les enfants, on observe des déchirures ou des clivages dans leurs relations. Voilà, c'est ce que je vous disais, des difficultés à nouer des relations intimes. En même temps, comment peut-on leur en vouloir si si dès notre enfance, on ne peut pas faire confiance aux premiers adultes de notre vie, à qui fait-on confiance par la suite? Une faible confiance en eux, c'est pareil, si on ne fait pas confiance en ses parents, comment on peut se faire confiance à soi? Si en plus, l'autre parent démontre, le parent aliénant démontre qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre parent, enfin, il y a une question de confiance, effectivement, dans tout ça. Un déficit dans la capacité de gérer la colère ou un conflit dans leurs relations personnelles, des symptômes psychosomatiques et troubles du sommeil ou de l'alimentation, une vulnérabilité psychologique et dépendance, des relations conflictuelles avec les personnes détenant l'autorité,
Sentiment malsain d'avoir le droit de se mettre en colère sans prétexte valable qui mène à un clivage social en général. De la culpabilité consciente ou non d'avoir écarté son autre parent. Voilà, c'est ce que je vous disais, l'inconscient et le conscient, là-dedans, c'est... toutes les situations sont différentes de toute façon. Parce que tous les enfants sont différents et tous les parents aliénants et tous les parents aliénés sont différents, bien qu'il y ait vraiment des caractéristiques qui, à mes yeux, enfin, on retrouve des caractéristiques bien semblables. Et enfin, être plus à risque de reproduire ce modèle en devenant à leur tour un parent rejeté. Et encore une fois, je vais faire appel à vos expériences. J'ai pu remarquer chez les parents aliénants qu'ils avaient un lien particulier avec leurs propres parents. Alors soit ils ont été victimes d'abandon, il faudra que je trouve, on fera une vidéo sur si je ne peux pas vous le mettre, même si je peux vous le mettre, en lien, le récapitulatif du colloque qui a eu lieu, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, sur l'aliénation parentale. Et il y a des tableaux très intéressants sur les caractéristiques, donc parents aliénants, enfants, parents aliénés, les caractéristiques psychologiques. Et donc quand on parle de reproduire le modèle, comme je vous disais, j'ai pu voir dans certaines situations que le parent aliénant, soit il avait coupé les ponts avec ses parents ou avec un de ses parents, soit il y avait une forme de relation fusionnelle avec un de ses parents. Voilà. Qui du coup amène, dans le transgénérationnel, à une relation fusionnelle avec son enfant. Mais dans une relation fusionnelle, c'est fusionnel. Donc c'est-à-dire que personne n'a sa place à côté. Bien que je pense qu'on puisse avoir une relation fusionnelle avec quelqu'un sans empêcher les autres de participer à la vie de la personne. Et voilà. Mais vous voyez ce lien un petit peu pas sain. Voilà, pas sain. Ce lien pas sain. Voilà. Donc écoutez, j'attends vos retours là-dessus également. Est-ce que vous avez remarqué chez le parent aliénant des rapports difficiles avec leurs propres parents ou très fusionnels? Voilà. Écoutez, je viens de lire du coup une phrase qui résume un petit peu tout ça. Un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Voilà, c'est je pense que ce qu'il faut rappeler, ce qu'on aimerait que comprennent les parents aliénants, c'est qu'en fait, lorsqu'ils tentent de faire du mal aux parents aliénés, ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, leur arme, c'est leur propre enfant. Voilà. On utilise clairement l'enfant comme une arme dans l'aliénation parentale. Écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais mettre fin à cette vidéo. Comme je vous ai dit, cette vidéo, c'est vraiment pour mettre les bases un petit peu, pour vous expliquer ce que je veux faire avec toutes les victimes d'aliénation parentale. Je rappelle que je mets en barre d'infos une adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez partager vos expériences, soit à l'écrit, soit à l'oral. Si vous souhaitez que je vous appelle et qu'on puisse, que vous m'autorisez bien entendu à enregistrer votre témoignage pour qu'on puisse du coup un petit peu tous échanger, se soutenir sur ce que vous pouvez vivre. Bon, ça va de soi, j'attends un petit peu de tout le monde. Je suis pas censée normalement dire ce genre de choses tellement ça coule de source, mais qu'on se respecte tous entre nous, qu'on respecte les expériences de chacun. Et je pense que quand on est victime d'aliénation parentale, on subit assez de critiques injustifiées pour s'en rajouter. Donc voilà, bien entendu, je le dis et je le répète, mais si vous voulez témoigner de manière anonyme, c'est tout à fait possible. On n'est pas là pour mettre un nom sur une histoire, on est juste là pour comprendre ce qui nous arrive. Et comme je le dis, c'est surtout du soutien. Voilà. Alors si on peut joindre le soutien au fait de se faire entendre et de trouver des solutions, et ben, ce serait génial. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations. J'avais tenté une fois de joindre l'association, il me semble que c'est l'APALCA, je veux pas, ACALPA, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je mettrai en barre d'infos le nom correct. J'avais joint cette association sur Facebook et c'est vrai que j'avais eu un message automatique parce que je pense que ces assos sont complètement débordés par les cas d'aliénation parentale.
Donc voilà pourquoi j'aimerais faire de l'espace commentaire un espace où chacun puisse échanger ses expériences. Pourquoi pas par la suite faire des vidéos en live pour que je puisse échanger directement avec vous, ce qui pourrait vraiment... Enfin moi, ça me plairait beaucoup mieux que de faire ces vidéos seule face à mon téléphone. Du coup, j'ai aussi besoin voilà, de rappeler que l'aliénation parentale peut engendrer des drames. Voilà. Il y a quelque temps, j'ai fait une recherche sur une association. Je crois que c'est une association qui s'appelle Jamais sans papa. Donc, ils font hommage sur leur site web à un papa qui a mis fin à ses jours. Donc, son histoire est citée, si vous voulez y jeter un œil. Ce papa qui... le dernier message dont il a fait part à l'association, il disait « Ça ne va pas, je viens de recevoir l'arrêt de la cour d'appel qui dit que je ne peux plus voir les filles si ce n'est en lieu médiatisé. » Et il termine en disant « C'est l'horreur. » Et ce papa mettra fin à ses jours. Ce n'est pas le premier et ce sera très certainement pas le dernier. Et il faut aider les parents. Voilà, ça me... Bon, excusez-moi, j'ai coupé, mais il faut aider ces personnes victimes d'aliénation parentale. Si on peut être juste une oreille attentive à des gens qui ont peut-être personne à qui en parler autour d'eux, ce serait, je pense, déjà pas mal. Voilà, n'hésitez pas à venir à vous réunir, en fait. Vraiment, on n'est pas seul, loin de là. On est beaucoup trop nombreux. J'aimerais citer aussi l'histoire de Mavachou, donc de son vrai nom Maëva Frossard. Pour ceux qui la connaissent, c'était donc une youtubeuse qui partageait sa vie de famille avec son mari et leurs 4 enfants. Voilà, comme on en voit souvent des youtubeuses qui partagent leur vie de famille, qui font des vlogs. Et le couple donc s'est séparé, ils ont divorcé et malheureusement leur rupture a été aussi médiatisée que leur vie de famille. Écoutez, moi pour avoir regardé certaines vidéos, des vidéos qui circulent toujours sur internet, malheureusement voilà, leurs conflits ont été partagés sur les réseaux, commentés, critiqués. Le papa, dans une vidéo qui circule encore, on peut encore la trouver sur certains réseaux, avait publiquement accusé Maëva, donc son ex-femme, et avait accusé son nouveau compagnon. On parlera aussi de la place des nouveaux compagnons, des nouvelles compagnes au sein de ces aliénations parentales. Parfois, c'est ce qui déclenche l'aliénation parentale. Tout peut très bien se passer dans une relation de parents séparés. Et puis, voilà, la personne refait sa vie et je ne sais pas ce que ça peut déclencher chez l'autre. Je tiens aussi à préciser, voilà, parce que voilà, je vous dis un petit peu tout ça comme ça, mais il y a vraiment des choses à voir et à revoir parce que on pense parfois à tort que l'aliénation parentale, c'est une forme de vengeance par le parent qui a été quitté. Voilà, par tristesse, par colère, il va utiliser les enfants pour se venger du parent qu'il a quitté. Alors que il y a de nombreux cas où le parent aliénant est aussi celui qui a quitté. D'accord ? Là, en l'occurrence, dans l'histoire de Maëva, il semblerait que ce soit elle qui ait quitté son mari. Leur séparation, comme je vous disais, leur conflit a été largement médiatisé. Ils ont fait part eux-mêmes de leur conflit, bien que lorsqu'on regarde un petit peu plus ce qui s'est passé, c'est le papa qui a l'air de beaucoup parler, qui parlait beaucoup de la maman, de ce qui pouvait se passer chez elle. Tout ce que les parents aliénés connaissent et subissent, c'est-à-dire des réflexions sur l'hygiène, sur la qualité de vie, sur, vous savez, la maison est sale, les devoirs ne sont pas faits, les enfants, voilà. On connaît, c'est bien souvent les mêmes choses qui reviennent. Et dans certains cas d'aliénation parentale, il arrive un stade, j'aurais pas les mots en fait, où là, le papa a fait une vidéo publique en disant que le nouveau compagnon de son ex-femme aurait fait donc subir des attouchements à leurs enfants.
j'ajouterai juste ma petite note personnelle, c'est que si jamais cela avait été vrai, je pense que dans tous les cas, on n'a pas à médiatiser ce genre d'événement pour le respect de l'intimité des enfants qui ont subi des abus comme cela. On ne doit pas, en tant que parents, les balancer sur les réseaux, rendre cet événement public. Euh, c'est inadmissible. Mais là, en l'occurrence, en plus de ça, la justice a donc enquêté. Et bien sûr, c'était des accusations mensongères. Il y a eu donc, ça a été sans suite, hein, sans suite, non-lieu, je ne sais plus exactement. Mais la justice, malheureusement, encore une fois, a agi trop tard puisque Maëva a mis fin à ses jours. Voilà. Donc j'ai une très forte pensée pour ces enfants qui sont chez le papa maintenant. Ici, il faut, je ferai une vidéo un petit peu là-dessus, si vous avez des infos un petit peu sur cette histoire. C'est important. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que il me semble que le papa est désormais comment on appelle ça? Il est mis en examen pour incitation au suicide. Il faut savoir que c'est un premier cas, c'est le premier cas en France, voilà, de mise en examen pour incitation au suicide. Une forme, je crois, reconnue en tout cas comme féminicide, pardon. C'est ça la différence. Que voilà, ce soit reconnu comme un féminicide, hein. Donc voilà, j'ai une très forte pensée pour tous ces parents qui souffrent, ces enfants qui souffrent, et les dégâts que cela peut faire sur ces enfants qui seront un jour des adultes. Voilà, je vous remercie, j'attends vos retours. Je m'excuse pour cette vidéo qui... Enfin, je m'excuse en tout cas pour ce côté... c'est pas très pro, je sais, c'est filmé avec mon téléphone. J'insiste bien sur le fait qu'on n'est pas là pour faire des belles vidéos avec des beaux setups, des beaux fonds, des beaux décors. On est là vraiment pour se soutenir et trouver des solutions. Et voilà, je souhaite un bon courage à tous ces parents. Et vous n'êtes pas seuls, bien au contraire. On est bien trop nombreux. Voilà.